Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok. DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Merci beaucoup. Donc écoutons les histoires. Première histoire. Bonsoir la famille DMG, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager parce que l'émission de DMG, vraiment ça sauve des vies, vraiment ça fortifie et ça sauve des vies et ça fait que les gens sont vraiment prudents dans la vie. Maintenant, je vais raconter ma deuxième histoire qui m'a été racontée par mon meilleur ami. Voilà, c'est l'histoire de son oncle, de son oncle qui aimait beaucoup les femmes. Voilà. Donc, je suis ivoirien. Voilà, donc son oncle avait divorcé de sa femme et il avait beaucoup... C'est un coureur de jupons, en fait. Son oncle, c'est un grand coureur de jupons. Il a plusieurs enfants, des femmes différentes. Voilà, donc c'est un coureur de jupons et bon, l'histoire, c'est que un jour, il se rendait, c'est un cadre du pays, au fait. C'était un grand cadre du pays. Et il était à la capitale économique qui est Abidjan et il partait, voilà, souvent au village. À chaque fois qu'il a un peu de congé, il partait au village, 2 jours, 3 jours de congé, il partait au village pour rendre visite à ses parents et aux vieux du village. Parce que il avait construit au village et tout, et sa famille aussi habitait avec lui dans sa cour là-bas. Il avait voilà, bref. Bon, un jour, il partait au village. Aux environs de 22h, 23h par là. Vous savez que c'est très loin d'Abidjan. Hein. Il quittait Abidjan pour aller à l'intérieur du pays, au fait, au centre. Voilà, au centre du pays, il y a une ville là-bas. Voilà, donc il partait là-bas. Et sur la route, il croise une femme. Une femme vraiment très belle, avec de longs cheveux. Et elle était brune. Il la croise sur la route et elle était toute seule dans le noir. Et il la croise sur la route, pas très loin de son village. Et il gare la voiture et il baisse les vitres et il demande à la femme: où est-ce que vous allez? Est-ce que je peux vous déposer? La fille, elle ne répond pas, elle ne parle pas. Et il sort de la voiture et il va parler avec la femme. Il lui demande: ah, est-ce que je peux vous déposer? Parce que je pars au village. On est presque arrivé, mais là où on est, c'est un peu très loin. Donc, est-ce que je peux vous déposer? La fille ne parlait pas, mais il a ouvert la portière de sa voiture. Elle était assise derrière. Elle est rentrée, elle s'est assise derrière. Et il a fermé et il est parti. Il a démarré la voiture. Et sur le chemin, il essayait aussi de lui poser des questions. Qu'est-ce que vous faites ici la nuit? La fille ne répondait pas. Il lui posait des questions, il parlait avec elle, mais la fille, elle ne répondait pas. Mais comme vous savez, hein, c'était un grand coureur de jupons. Lui pense qu'il a trouvé une femme comme ça et qui, voilà, il va aller passer la nuit avec elle. Donc, arrivé au village, dès qu'il gare la voiture, il amène directement la femme dans sa chambre. Et elle s'assoit dans la chambre et lui il sort, il commence à saluer les vieux de la cour et tout ça. On prépare, on lui sert à manger, il envoie même la part de la femme dans la chambre et elle ne mange pas. Bon. Et lui, il était là, les gens ont pris les nouvelles et tout ça. Il a fini de causer avec les vieux et tout ça, donc il est parti dormir maintenant. C'était aux environs maintenant des 0 comme ça. Donc, vous savez que dans les villages, à partir des 0 heures, les gens déjà commencent à dormir déjà parce que c'est dans les villages, ils ne sont pas très habitués à rester
dehors. Donc, il part dormir, il trouve la fille là-bas, très très jolie, et il commence à la caresser, voilà, il veut sortir avec elle, et il enlève ses habits et tout ça. Et quand il veut enlever, quand il enlève un caleçon, il y a un autre qui est en bas. Quand il enlève l'autre, il y a un autre en bas. Quand il enlève un caleçon, il y a un autre caleçon qui est en bas. Il ne comprenait pas. Il a continué. Dès qu'il enlève l'autre caleçon, il y a un autre caleçon en bas. En même temps, il y a une femme qui est tombée en transe dans la cour là-bas. Vous savez, dans la cour, c'était pas clôturé quand même, mais il a construit des entrées couchées pour les membres de sa famille et tout ça. Donc, il y avait une femme aussi qui était aussi dans sa cour là, qui avait une maison là-bas. Donc, la femme est tombée en transe. Elle est tombée en transe, elle a commencé à crier, elle est tombée en transe. Ça réveille les autres vieux de la cour et aussi ça réveille le village. Et tout le monde est venu dans la cour pour demander à la vieille qu'est-ce qui se passe. Lui aussi, quand il a entendu les cris aussi, lui aussi il est sorti. Il est parti pour se renseigner qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. C'est là que la femme en transe dit qu'il y a une femme. Il y a une femme dans la chambre de notre fils là-bas. Il y a une femme dans la chambre là-bas, elle n'est pas humaine. Cette femme-là, elle n'est pas humaine. Elle vient de l'autre monde. Tu vois, maintenant tout le monde était choqué. Personne ne savait que, parce que quand il est venu avec la femme, il a fait rentrer directement dans la maison. Donc les gens ne savaient pas que la femme était là. Maintenant, on lui dit, la femme qui était en transe lui dit, pour éviter des problèmes, parce que cette femme-là, c'était, je ne sais pas, elle vient de l'au-delà au fait. Donc, pour éviter les problèmes, pour éviter qu'il ait quelque chose de grave dans sa vie ou bien quoi que ce soit, qu'il aille déposer la femme-là à l'endroit où il l'a prise. Donc, qu'il aille déposer la femme à l'endroit qu'il a prise, mon frère. Donc, les vieux se sont réunis. Ils ont essayé de lui donner des feuilles, lui faire frotter des feuilles et tout ça pour le protéger au fait. Et après, il est rentré, il a pris la femme et lui a dit « Suis-moi, je vais aller te déposer là où je t'ai prise. » Et elle aussi, elle a suivi. Ils sont montés dans la voiture, dans le noir, parti jusqu'à l'endroit où il a prise pour aller déposer la femme et revenir. Vraiment, vraiment, vraiment DMG. Même si c'est moi-même, je ne peux pas. La chose qu'on te dit que la femme, c'est une revenante. Et toi-même, au début, tu ne savais pas, mais maintenant, tu sais que c'est une revenante. Et tu vas la mettre dans ta voiture pour aller la déposer là où tu l'as prise. Et si elle te fait quelque chose sur la route, vraiment DMG, moi, je n'ai pas cœur de ça là pour faire ça. Mais le tonton a pris son courage à deux mains. Il a pris la femme, il allait déposer la femme à l'endroit où il l'a prise. Il a ouvert la portière, elle est sortie et il est revenu. Merde. Donc ça veut dire, c'est pour vous, l'histoire, comment on appelle ça? La morale de cette histoire, ça veut dire que les coureurs de jupons là, s'il vous plaît, restez tranquilles. Mais comment ça se fait que même déjà, tu croises une femme de nulle part sur la route et tu la prends de 1, tu n'as pas peur, tu la prends de 2, dans la voiture, tu causes avec elle, elle ne répond pas, et tu as le courage d'aller jusqu'à pour l'amener jusqu'à dans ta chambre pour sortir avec elle. Vraiment, le tonton était vraiment courageux. Non. Donc, c'est pour sensibiliser, pour dire que vraiment, il faut, quand tu fais quelque chose d'excessif, là, c'est-à-dire quand tu es un coureur de jupons et tout ça, il y a des entités aussi qui voient ça, qui viennent aussi pour te tenter, pour que tu puisses arrêter cela. Ou puis tu peux croiser les entités peuvent venir, tu peux croiser quelque chose qui peut te faire du mal. Heureusement, cette femme-là, elle n'a pas fait du mal. Tant mieux pour lui, mais faites très attention. Les coureurs de jupons, c'est-à-dire même tu vas en boîte, tu croises une fille, ou bien soit tu croises une fille sur le chemin, tu ne la connais pas, tu la prends, tu l'amènes chez toi. Faites très très attention. Le dehors est très 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 mauvais. Donc c'était mon histoire. J'ai beaucoup d'histoires. Hein. Je vais revenir prochainement pour raconter d'autres histoires vraiment mystiques. Voilà, donc vous avez dans les commentaires
N'oubliez pas surtout de partager et de vous abonner parce que ça sauve des vies. Ciao, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour, bonsoir à la grande famille DMG. Bonjour, bonsoir à toi DMG. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Alors, DMG, je vais te dire encore merci pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas quel effet ça a sur les autres, mais sur moi, je suis devenu quelqu'un d'extrêmement prudent. C'est-à-dire que ce soit en route, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des inconnus, que ce soit en famille, je suis devenu extrêmement prudent. Je dis extrêmement, je pense que tu n'as pas aidé. Toutes les histoires que j'écoute ici, là, ça m'a rendu, je peux dire que je suis devenu parano. Je préfère une paranoïa qui peut te sauver la vie que d'être un courageux qui va tomber dans la gueule du loup. Ok, je vais raconter ici une histoire qui s'est passée dans mon quartier d'enfance il y a cela 2 ou 3 ans. Mais avant ça, je vais raconter une petite anecdote que j'ai vécue hier au quartier Bonamou Sadi. Je sortais du boulot. Voilà, je sortais du boulot et j'attendais une moto. En face de là où je travaille, non, même pas en face, non loin de là où je travaille, peut-être à 20 ou 40 mètres du portail, il y avait 2 jeunes demoiselles qui étaient là. Apparemment, elles aussi attendaient que ce soit une moto, que ce soit un taxi. Parce que quand tu vois où elles partaient, peut-être elles partaient vers Kotor, vers Total Waba, parce qu'elles ne voulaient pas de moto. Forcément, elles partaient vers Total Waba parce que c'est le long chemin. Une moto de Bonamou Sadi jusqu'à Total Waba, c'est trop cher. Donc les 2 demoiselles, elles sont là, elles attendent les taxis. Moi, je suis là, j'attends la moto. Elles sont vraiment très jolies. Là, il y a une belle voiture, une Land Cruiser. Je pense que c'était une V8. Gare auprès des filles. J'ai trouvé une moto, mais par curiosité, je me suis dit, je vais un peu vivre la scène ici. Je suis resté du moto, non, continue ta route, papa. Laisse, je vais partir après. Et là, le monsieur baisse les vitres. Apparemment, il a salué les filles, elles ont répondu. Ils avaient les téléphones en main, tout ça là. Et le monsieur, il a commencé à discuter avec les filles, discuter avec les filles. Et après, il y a une qui a pris son téléphone, elle a envoyé dans le véhicule. Le monsieur, apparemment, il a mis son numéro. Voilà que, mon frère, une drague de moins de 5 minutes, directement le gars déverrouille les portières. Les 2 filles entrent dans le véhicule, pas derrière. Ils me remontent les vitres, les voilà qui sont partis. J'ai été un peu sidéré. Je me suis dit, mais avec tout ce qui se passe ici, je n'ai même pas vu le visage du monsieur parce qu'il avait des vitres fumées. Je me dis, avec tout ce qui se passe ici dehors, jusqu'ici, les filles ne veulent pas redoubler de prudence. C'est quelle façon d'être cupide ça? Pour de l'argent, vous prenez le risque de monter en voiture avec quelqu'un que vous ne connaissez pas juste parce qu'il a une voiture ou alors il vous paraît être aisé financièrement. Donc, les gens qui meurent ici chaque jour, ça vous dit rien. Mais quand on vient dans les hôpitaux, maintenant, rendre visite à nos gens, on vous trouve dans des états critiques. Oh, vos mamans sont là, elles souffrent, elles montent et descendent partout avec les pasteurs. Oh, ma fille. Et pourtant, vous-même, vous êtes la cause de vos malheurs. C'était une parenthèse. Je reviens sur l'histoire principale. Alors, l'histoire se déroule à Douala 3e. Il s'agit d'un petit garçon. Je pense qu'à cette époque-là, il y a 3 ans, il était en 6e. Si je ne me trompe pas, 6e, 5e. Voilà que quand il a eu son BPC, son CEP, autant pour moi, sa maman lui a offert un téléphone Android. Voilà. Disons que ce sont des gens très aisés. Bon, pas très aisés, mais ils ont quand même une bonne vie. Il ne manque de rien. Ils ont 2 véhicules, une belle maison. Voilà, vraiment, c'est bien meublé, tout ça. Là. Ils font quand même l'exception au quartier, quoi. Donc, il est sur Facebook un jour. Il tombe sur une publication de marabout qui fait les porte-monnaie machin. Il entre en contact avec le correspondant et là le monsieur lui dit ok, comme tu es intéressé par le porte-monnaie magique, ce qu'on va faire c'est que moi je suis au Bénin, mais je ne peux pas me déplacer uniquement d'un porte-monnaie magique. Ce que je vais faire c'est que je vais envoyer le porte-monnaie magique chez quelqu'un. Comme tu es encore un enfant, tu n'as pas de carte d'identité, je vais envoyer par quelqu'un et tu vas aller récupérer chez la personne. Je vais te donner son contact. Ok. Le petit, il a attendu peut-être une semaine ou 2. Puis après, le monsieur le contacte d'un jour. Là, pour le remettre le porte-monnaie magique, il devait remettre 30 000 le monsieur.
à l'autre monsieur. Le petit avait 30 000 parce que c'est pas avec l'argent, il les volait de temps à autre. Donc voilà qu'on le remet le porte-monnaie magique et il rentre avec. Et dans le porte-monnaie magique, il y a la posologie de l'utilisation du porte-monnaie magique. Voilà, chose qu'il commence à faire tous les jours aux environs de minuit. Donc imagine-toi un enfant qui fait 5e, qui a l'esprit de se réveiller à minuit, pendant que les gens sont fatigués, dorment. Le petit se réveille à minuit pour faire des incantations pour avoir l'argent dans le porte-monnaie magique. Et vraiment, ça marchait au départ. Parce que, selon ce que témoignent certains de ses camarades de classe, c'était que quand il arrivait à la cantine comme ça, il voit, maman, toi tu vends quoi? Je vends la viande avec le pain. Ok, donne tout ça à mes camarades. Tu me dis combien ça fait. Et il faisait manger les gens jusqu'au professeur. Certains professeurs venaient même vers lui pour dire que donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi cela. Les professeurs le grattaient les 10 000, les 15 000, les 20 000. Il était devenu comme la petite star du collège. Mais certains vendeurs ont commencé à se plaindre que mais c'est quel genre d'enfant ça? Que tous les jours, il dépensait dans les 100 000, 50 000, 70 000, il fait manger presque toute sa salle. Certaines mamans qui ont vraiment l'esprit maternel ont commencé à se remettre en question sur la provenance de l'argent de l'enfant. Mais bon, d'autres, elles sont là pour faire le commerce. Hein. Si tu veux même, tu n'as qu'à aller prendre ça même. Si c'est dans la gueule du bois, du moment où toi, tu vends sa marchandise, tu achètes sa marchandise, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'un jour, sa propre maman à la maison a remarqué que son fils avait beaucoup perdu du poids. Parce qu'il ne dormait plus assez. Il a beaucoup perdu du poids. Et voilà, un autre jour, elle est couchée dans sa chambre. L'instinct maternel lui dit que bon, va un peu regarder comment tous tes enfants sont couchés. Elle n'avait pas sommeil. Elle arrive dans la chambre de son premier garçon, parce que c'était le premier garçon, il n'est pas le premier enfant, mais le premier garçon. Elle trouve le petit qui est couvert dans un drap rouge, avec les bougies tout autour, et des petits griots, des petits trucs. Hey! Mais je vais prendre le nom par emprunt. Alphonse, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi ça? Comme son papa, lui, voyageait beaucoup, il n'était pas là, avec les enfants. Elle lui m'a le questionné. Le petit dit que ce sont les devoirs que son professeur d'anglais lui a donnés. Ah, et c'est quel devoir toi tu dois faire à minuit sous les draps rouges avec des bougies? Dit que c'est comme ça que son professeur a demandé qu'on fasse les devoirs. La maman, sous le choc, n'a même pas dormi. Le matin, elle a dit, toi et moi, on va aller dans ton école et tu vas me montrer au professeur qui t'a demandé de faire ce genre de devoir. Quand ils arrivent à l'école, il indexe le professeur. Le professeur dit que, mais quoi? Mais madame, les devoirs que je lui ai donnés sont dans son cahier. C'est les mêmes devoirs que je donne à tous ses camarades de classe. L'autre là, que sur les draps, sur ceci, là, est-ce que je fais dans le mystique? Je ne fais pas dans le mystique, je ne connais pas de quoi il parle. C'est là donc que le principal dit que laissez-moi prendre la ferme. On se met à le fouetter. C'est là qu'il commence à avouer que effectivement il a le porte-monnaie magique via le canal d'un féticheur béninois. Et on lui dit que bon, la condition qu'on t'a donnée était laquelle? Le petit dit que c'est son érection et sa fertilité. Sa mère est tombée évanouie. Okay, mais mon seul garçon a donné sa fertilité et son érection. Ça veut dire que donc tu ne te lèves pas. Il dit que oui maman, Seigneur Jésus. Tout le monde était sidéré. L'affaire là, que je vous parle, jusqu'aujourd'hui, sa mère n'arrête pas de marcher dans les nuits de prière chez les prêtres exorcistes pour trouver la guérison de l'enfant. Aujourd'hui, la mère là, elle est pavée d'elle-même parce que si elle entend qu'au nord Cameroun, il y a un monsieur qui fait cela, elle porte l'enfant, elle pavée là-bas, elle pavée là-bas. Et aujourd'hui, le petit est devenu un peu zinzin dans sa vie, il ne jouit plus de toutes ses facultés mentales. Il est devenu un peu zinzin aujourd'hui. Regardez jusqu'à quel point la cupidité d'un enfant lui a conduit dans des situations très tristes. Parce que sa maman aujourd'hui paie le prix fort de l'erreur de l'enfant. Le prix fort. L'argent même du mari maintenant, là, ça s'est dilapidé par les multiples voyages à la quête de la guérison de l'enfant. Regardez vous-même. Donc, moi j'appelle les parents ainsi à la vigilance.
surveillez vos enfants. Soyez en contact avec les établissements dans lesquels vos enfants étudient. Prenez de leurs nouvelles académiques via leurs professeurs. C'est très important. Parce que je pense que si cette maman avait ce sens d'être en contact avec les professeurs, avec les responsables de l'établissement, je pense qu'elle allait être au courant dès le départ du changement radical de cet enfant. Parce que même à l'école, ces notes ont complètement dégringolé. Voilà la situation dans laquelle... Il est toujours là. Il est toujours là. C'est vrai que quand j'y vais là-bas, je ne suis plus là-bas depuis 2014, mais j'y vais de temps en temps. Quand j'y vais là-bas, parfois il m'arrive, quand ils sont là au quartier, de le voir. Hein? Il est mince comme... Oh, j'ai jamais vu quelqu'un qui est mince comme ça. Même le vent peut balancer le petit là. Il est grand de taille, il est comme un fée quand tu le vois. La tête est tellement énorme comme ça, mais il est mince. Tellement mince. Il est comme ça là. Hein? Parfois, il déambule comme ça au quartier, il parle seul. Oh, vraiment, c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'était un peu mon histoire. L'histoire là me dérange jusqu'à aujourd'hui. Voilà, excusez-moi du fait que ce soit long. C'était important que je souligne d'abord l'anecdote que j'ai vécue hier avec ces deux jeunes demoiselles stupides, si je peux le dire ainsi. Voilà, passe une bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Alors, je vais raconter mon histoire, c'est un fait réel. Je suis une jeune fille gabonaise, je m'ai prénommée Nadège. Alors, mon histoire commence parce que j'avais 16 ans. J'ai eu un petit copain dans mon quartier et tout. On a commencé à avoir des relations. Et au bout d'1 an, je suis tombée enceinte. Donc à 17 ans, j'ai conçu mon premier bébé. Et tout allait très bien, malgré que sa maman ne m'aimait pas. En fait, le problème dans notre relation, c'était sa maman. Donc, la relation allait très bien et tout. Bon, au bout de 6 mois de grossesse, le gars m'annonce qu'il doit partir en formation. Il doit partir et qu'il reviendra au bout d'1 an. Je dis, là, vraiment, c'est compliqué. Tu me laisses comme ça avec une grossesse et ma mère qui m'a mise dehors et tout. Là, c'est compliqué. Il m'a dit, non, ça va aller, ma mère va changer. Je te dis, je ne pas, en tout cas, prends-la comme ta mère. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça, je vais faire comme moi. Je n'ai pas d'autre choix puisque ma mère m'a déjà mise dehors. Donc, je n'ai pas le choix, je dois seulement supporter. Le gars est parti. Il a fait près d'1 an de formation. Après, il est revenu. D'ailleurs, lui, j'ai accouché. Ma mère m'a rappelé quand elle a vu que j'étais à terme. Elle a dit, non, puisque je suis sa seule fille, elle m'a dit, non, reviens à la maison parce que je dois te faire l'eau chaude et tout. Et prendre soin de l'enfant, vu que tu es encore très jeune. Tu ne connais pas comment ça se passe. Je suis revenu chez ma mère. Donc, le temps est passé, le gars est revenu, au bout d'1 an de formation, il est revenu. Quand il est revenu, je suis retournée là-bas, on s'est réinstallé ensemble et tout. Tout allait bien, malgré les problèmes, malgré les disputes avec les belles-sœurs, avec bon enfant. Donc, j'ai dit, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je suis tombée encore enceinte de notre deuxième fille. Alors, quand je tombe encore enceinte, malgré ça, toujours des problèmes, des mésententes et autres. Bon, je dis à mon type que bon, tout ce que tu travailles déjà, c'est mieux qu'on aille louer, au lieu qu'on reste là où l'atmosphère est toujours tendue, toujours. C'est toujours moi qui dérange, c'est toujours moi qui ne fais pas ceci, toujours moi qui ne fais pas cela. Donc, c'est mieux qu'on aille louer au lieu qu'on reste là. Le gars aussi a vu que oui, c'est vrai, il m'a dit ok, on va partir louer. Donc, c'est pour ça qu'un soir, un après-midi, après avoir fait tous les travaux, le monsieur était au travail, j'ai fait tous les travaux, j'ai préparé et tout. Donc, j'étais fatiguée avec la grossesse. Bon, je vais m'allonger un peu. Je vais m'allonger. Alors, je me suis allongée sur notre lit. Alors, c'est comme ça que j'ai fait. Je ne suis même pas vraiment endormie. Je suis d'abord sous mon thé d'oreiller, comme, on peut dire ça comment, comme s'il y avait un reptile, une souris. Comme s'il y avait une souris qui passait, mais comme si la souris était dans le thé d'oreiller. Je me lève, je fous le thé d'oreiller, je secoue, il n'y a rien. Je dis, bon, ok, peut-être que c'est quelque chose qui a juste bougé, et puis bon, je m'allonge. Petit sommeil, à peine je ferme les yeux, peut-être 2 à 3 minutes d'MG. Voilà comment je vois maintenant, je ne sais pas si c'est une vision.
Je ne sais pas, il y a un animal dans la forêt, et c'est pas tout le monde doit connaître cet animal-là. Il est un peu comme la gazelle, mais sauf que lui, il a des cornes, des sortes on peut dire ça comme des cornes, comme des petites tiges d'arbres, des petites cornes d'arbres sur sa tête, cet animal-là. Donc, dans la vision en question, je vois le visage de je vois ma belle-mère qui se tient sur ma fenêtre et elle me menace. Elle me dit, si tu essaies d'enlever mon fils d'ici, tu vas me connaître, tu vas savoir qui je suis. Et elle se transforme en cet animal-là, mère DMG. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, je me suis réveillée en sursaut. Je regarde autour de moi, il n'y a rien. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. J'ai commencé à prier. Boum, je n'ai rien dit à son fils. Jusqu'à le temps est passé, mais malgré ça, après, on a quand même déménagé. On est dans un autre quartier de Libreville. Et c'est là-bas que ça allait quand même. On venait de rendre visite et tout. Il n'y avait plus trop de ceci. Ta femme a fait ceci, elle a fait cela, non, il n'y avait plus tout ça. Mais sauf que DMG, c'était mal connaître ma belle-mère. Voilà comment j'accouche bien tranquille de notre deuxième fille. Tranquille, belle petite fille, bien joufflue et tout, sans problème DMG. Ma fille n'avait aucun problème. Puisque c'est une grossesse que j'ai pas. Contrairement à la première, là où je n'ai pas de moyens, mais celle-là, vraiment, le papa était présent, il y avait de l'argent, il y avait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait vraiment, cette grossesse, c'était vraiment une grossesse, non. Donc, j'ai bien accouché. Voilà comment, au bout de 1 mois, j'ai fait l'eau chaude chez ma mère. Après, on fait la sortie de l'enfant. Je retourne dans mon foyer. 2 mois, 3 mois. Au bout du 3e mois d'MG, je vois que ma fille commence à tomber malade. Le bébé que j'ai accouché tranquillement commence à tomber malade. L'enfant ne mange plus. L'enfant ne boit plus de l'eau. L'enfant ne refuse le sein. Je dis, ah, Seigneur, ça c'est quelle histoire? On amène l'enfant partout. DMG. Je ne sais pas dans quel hôpital. Dans Libreville, là, je ne sais pas dans quel hôpital. DMG. Un bébé qui est né bien, un bébé qui était grosse. DMG. Au bout de, je ne sais même pas, même 1 mois, c'est au bout de 2 à 3 semaines, ma fille était devenue comme un enfant. Je ne sais pas, je ne sais même pas, c'est pas pour me moquer, mais les enfants c'est pas de l'Éthiopie ou bien les enfants comme un enfant qui n'avait jamais mangé. Ma fille était complètement déshydratée, DMG. Elle ne s'alimentait plus, elle ne buvait pas, elle ne mangeait pas. J'ai dit, Seigneur, on n'est pas allé où on va chez les marabouts, on ne voit rien. Ah, ça c'est quelle histoire? DMG. Ne sachant pas que la source était là à côté. Voilà comment le fils de mon type ne fait que dépenser l'argent. Dépenser l'argent ne trouve pas de solution. Puis dépenser l'argent ne trouve pas de solution. Ah! Jusqu'à un jour, sa mère l'appelle. Il nous appelle. On vient avec l'enfant chez eux. Elle parle avec son fils. Oh non, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Il a dit à sa mère, ah maman, je ne sais pas ce qui ne va pas avec cet enfant. Nous sommes allés partout. On est allé partout dans les hôpitaux, nous dit l'enfant n'a rien. On a fait jusqu'au scanner, on a fait les radios, l'enfant n'a rien. Mais je ne sais pas ce qui se passe avec l'enfant. Ah, DMG, l'être humain est méchant. Non, DMG, l'être humain est méchant. Je ne pouvais pas savoir que cette femme-là devait tenir la promesse qu'elle m'avait faite de dire que si j'enlève son fils de chez elle, je vais la connaître. Voilà comment elle dit à son fils, amenez-moi l'enfant. J'ai oublié, il y avait des moments quand je restais avec l'enfant là seul, quand son père partait au travail, je restais avec mon enfant seul à la maison. Comme non, voilà les sirops, les traitements qu'il faut donner à l'enfant pour voir si ça va aller. DMG, j'avais l'impression de voir cette femme-là dans le regard de l'enfant. C'est que mon enfant était allongé, mais au travers d'elle, il y avait quelqu'un. Oh DMG, quand je pense encore à ça, j'ai même peur. Au travers de cet enfant, tu avais l'impression de voir une vieille femme dans le corps d'un bébé. Je te jure, DMG, ma fille est devenue comme une petite, comme un bébé vieux, comme un bébé, comme une vieille maman, mais dans le corps d'un bébé, DMG. Avec les rides, la peau tombait. Voilà comment elle dit à son fils que son fils doit amener l'enfant, que l'enfant doit dormir avec elle. Je dis à son fils que, oh, mais pourquoi ta maman veut absolument que l'enfant la dorme avec elle? C'est pas normal. L'enfant est malade. L'enfant, on est en train de suivre le traitement de l'enfant. On suit à l'indigénat et on suit aussi le plan médical. Il m'a dit, ah, il était là dépassé aussi, le pauvre, je le comprenais. Il était à bout. Il était déjà au bout de sa vie.
Il a dit non, si maman demande l'enfant, amène d'abord l'enfant, tu ne sais pas pourquoi elle demande l'enfant, peut-être qu'avec elle, l'enfant va trouver la guérison. Ah, l'enfant, c'est pas pour moi seul, l'MG. J'ai fait comment? Aussi jeune aussi que j'étais. J'ai dit, bon, ok, prends l'enfant. C'est ça qu'on est parti, on a fait l'enfant le sac, on a mis l'enfant chez sa mère. Donc, ce qu'on faisait, c'était quoi? Moi, je venais juste le matin, m'occuper de l'enfant, regarder, passer le temps avec elle, servir le linge à laver, je lavais le linge, les biberons et tout. Et le soir, moi, je rentrais chez nous, là où j'étais avec le papa de l'enfant, et l'enfant restait avec ses grands-parents. Ah, DMG. Ah, DMG. Je ne sais pas ce que cette femme a fait à mon enfant. Ce qu'elle faisait à l'enfant la nuit, je ne sais pas. DMG, je ne sais pas où. Mais l'enfant, au bout de 2 semaines seulement que l'enfant a passé là-bas, DMG, l'enfant a commencé à reprendre. L'enfant commençait à reprendre les biberons. L'enfant commençait à boire de l'eau. L'enfant commençait à... Les cheveux... L'enfant n'avait plus de cheveux sur sa tête. Les cheveux de l'enfant recommençaient à sortir. DMG. L'enfant commençait à reprendre. J'ai dit que Seigneur Jésus, non, le vampire existe. C'est vrai que je m'étais rappelé du songe que j'avais fait, que cette femme m'avait menacé, que si j'osais enlever son enfant de chez elle, j'allais la connaître. Donc, elle était passée par mon enfant pour me faire souffrir, ou bien pour vouloir me séparer de son fils, ou bien pour que son fils m'abandonne. Je ne sais pas, DMG. Jusqu'à présent, je ne sais même pas. Mais j'ai fini par comprendre que lorsque vous rentrez dans un foyer et que votre belle-mère ou votre belle-sœur ne vous aime pas vraiment, je ne sais pas, mettez-vous en prière. Parce que cette dernière va tout faire pour vous déranger, pour vous déstabiliser dans ce foyer-là. C'est ce jour-là que j'ai su que vraiment l'être humain africain que nous sommes méchants et mauvais. Donc, sur ce DMG, c'était ça ma petite histoire. Je tiens encore à vous remercier et merci pour tout ce que tu fais. Bon, que Dieu nous garde. Bonne nuit et bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Allô, bonjour DMG TV. Bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez faire passer mon audio. Bon, j'espère que tout le monde va bien. DMG, merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Hein. Merci beaucoup. Que Dieu vous rende au centuple et qu'il nous protège, qu'il nous permette de mieux comprendre certains aspects de nos vies. Bien, moi, je vous appelle du Togo. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'était passée quand j'étais encore adolescente. Hein. Bon, c'était dans le voisinage. Nous, on avait une famille voisine à côté de chez nous là-bas. Et bon, ils avaient des enfants. Bon, c'est une famille qui est originaire, pour planter le décor, une famille qui est originaire d'une ville côtière du Togo. C'est une ville dans laquelle, bon, vous rentrez dans chaque famille, il y a plusieurs divinités, une ou au moins 2 divinités que les familles adorent ou vénèrent. Hein. Bon, voilà, cette famille... Ici à Lomé, la maman, le papa, ils ont grandi ici à Lomé, ils ont fait leur vie à Lomé ici. C'est ici qu'ils ont eu leurs enfants. Donc ils avaient une fille qui devait avoir son baptême. C'est des catholiques. Donc elle devait recevoir son baptême et sa première communion. Bien, le jour-là, bon, comme nous étions des amis dans le quartier des petits-enfants, on était fourrés là-bas. On attendait, c'est la fête, hein. Donc... mais le jour-là, la petite, elle ne se sentait pas vraiment bien. Elle devait avoir 10 ou 11 ans comme ça. Donc, et elle ne se sentait pas vraiment bien le jour-là. Donc, bon, on l'a aidé à s'apprêter, tout. Et tout le monde croisait les doigts pour que tout se passe bien à l'église. Hein. Puis on devait revenir et fêter. On ne veut pas que ça tourne mal. Donc, si ça tournait mal, bon. Ça ne nous arrange pas. Donc, tout le monde priait, on croisait les doigts pour que ça marche. La maman, elle a, de son côté, acheté des petits médicaments qu'on lui a donnés. Bon. Peut-être elle s'était dit que c'est peut-être un petit palu qui devait la déranger. Donc, à l'église, Dieu merci, tout s'est bien passé. Et arrivé à la maison,
Bon, nous, on était là fourrés dans la cuisine, partout où les mères passaient. Bon, on devait préparer le pique-nique, puisque ceux qui sont catholiques savent, quand on fait le baptême, bon, les baptisés, ils se retrouvent l'après-midi pour faire le pique-nique. Donc, nous, on était là en train d'aider à préparer ça. Elle est revenue vraiment. Bon, après le baptême, là, ça n'allait pas. Elle est arrivée, dès qu'elle est rentrée à la maison, elle fixe un point sur le mur, un mur quoi. Elle dit que il y a deux vieilles personnes là-bas, une femme et un homme, qui lui parlent sur le mur. Elle m'appelle, puisque c'était sa copine, elle me dit, tu ne vois pas? Moi je dis non, je ne vois rien. J'appelle sa maman que c'est comme ça, elle dit qu'elle voit quelque chose ici. Je vous jure, si vous rentrez dans la maison actuellement, présentement, si vous rentrez dans la maison de son papa, il y a le trou, un gros trou qu'elle a fait dans le mur avec un objet. Elle était hystérique. Elle a pris un objet. Elle dit qu'il y a des vieilles personnes là-bas. Elle gratte jusqu'à ce que ça fasse un trou. On ne comprend rien. Sa maman, tout le monde a pris peur. Elle se dit que bon, peut-être que c'est un palu coriace. Ici, il y a un palu qu'on appelle palu jaune là, que ça te prend là. Tu fais des hallucinations. Bon, elle a pensé que c'était ça. Donc, directement, elle a appelé le médecin de la famille. Quand le médecin arrive, et dès qu'il met la perfusion, DMG, la crise que la fille a tapée le jour-là, nous avons reçu des coups de gifle, des coups de poing, des coups de, je ne sais, des coups de pied, tout. Nous tous le jour-là, tout le monde avait la gueule enflée ou bien l'œil en beurre, tout ça là. On nous a, la petite là nous a tabassé correctement. Tout le monde, nous tous qui étions à la maison là, quand les coups partaient seulement, on dirait qu'il y avait, je ne sais pas, force de 10 personnes adultes sur une adolescente de 12 ans. Bon, Dieu merci, il y avait des badauds du quartier là qui se disaient des gros bras. On est allé les chercher rapidement. Ils sont venus et ils ont réussi à maîtriser la fille. Et finalement, on l'a sanglée et on l'a amenée à l'hôpital. En même temps, bon, entre-temps, l'hôpital, ça va, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça va mieux. Demain, ça ne va pas. Et de temps à autre, la maman, elle l'amène chez les prêtres exorcistes ou des pasteurs. Chez les prêtres, quand on l'amène, bon, les crises qu'elle tape à l'hôpital ou à la maison, quand elle rentre à l'église, là, tout est calme. Quand on fait monter le Saint-Sacrement, bon, les catholiques savent de quoi je parle. Quand on fait monter le Saint-Sacrement comme ça, rien ne se passe, c'est de l'eau cool. Elle est calme. Normalement, quand on lève le Saint-Sacrement, quand c'est un mauvais esprit là, il se manifeste et il fait des tapages. Mais rien ne se passe avec la fille là. Bien, chez les pasteurs, bon. Finalement, les prêtres ont dû dire à la dame que bon, voilà, nous, on ne sait plus quoi faire exactement. Et bon, c'est Dieu seul qui va guérir votre enfant. Elle est là, désemparée. Un jour, sur la route du marché, elle croise une dame, une inconnue. Elle ne la connaît pas d'Adam ni d'Ève. Et l'inconnue lui dit, madame, bon, je sais que vous avez des problèmes. Vous avez de très sérieux problèmes. Mais pourtant, ce ne sont pas des problèmes. Ce n'est rien. Elle lui dit ça comme ça, que ce n'est pas du tout un problème. Il faut juste ramener l'enfant aux sources. Il faut ramener l'enfant au village. Bon, entre-temps, les gens, les amis, tout le monde, les amis de la famille avaient suggéré au papa et à la maman d'amener l'enfant chez les praticiens pour voir si... Oh, le papa a dit niet, que lui, il est quoi, il est né où, je ne sais pas, à l'église, et puis des histoires que vous connaissez vous-même. Il a raconté que personne n'ira chez un praticien sous son toit. Donc, comme il y avait cette menace-là de la part du mari, la maman a dû usurper son enfant de l'autorité de son père pour la ramener au village. Dès qu'elle est arrivée là-bas, ils ont détecté que c'était deux divinités de la famille.
pas une seule divinité, deux divinités de la famille qui étaient derrière, qui étaient sur l'enfant, que elle devait les servir. Et à travers elle, les divinités voudraient guérir, soigner telle ou telle maladie. Donc, la maman n'a pas opposé de négation. Elle a laissé, on a initié l'enfant, on l'a amené au couvent. Elle a fait sa formation pendant combien d'années, je ne sais plus, c'est un certain nombre d'années. Vous êtes au couvent, vous suivez la formation et à la fin de la formation, vous sortez et vous devenez vous-même prêtre ou prêtresse de la divinité en question. Donc, c'est comme ça que ma petite copine est devenue prêtresse. Actuellement, c'est une grande dame. Vous la voyez en route, vous n'allez pas savoir que c'est comme ça. Mais quand elle rentre chez elle, elle prend le manteau de son truc là et sa divinité et elle fait ses pratiques, elle sauve les gens, elle soigne certaines maladies que les divinités lui avaient indiquées. Donc, comme pour dire quoi? Dans la Bible, Jésus avait dit, il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je me rappelle, il y avait une de vos auditrices qui avait dit, qui avait lâché une phrase ici, qui disait que il y avait un prêtre qui disait que Jésus n'a pas aboli la loi de Moïse. Donc je ne me rappelle pas de l'épisode, mais je me rappelle bien. Donc voilà, il ne faudrait pas qu'on renie nos traditions. Il ne faudrait pas qu'on oublie notre maison, nos origines. Voilà, c'était mon histoire. Likez, partagez et commentez massivement. Allez, bye. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Shalom, 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 shalom à la famille DMG. Aimez, likez, car ce que nous faisons ici aide pas mal de personnes à sortir de l'ignorance. Et franchement, DMG, merci pour cette initiative. Merci. Bon, je vous entends, je vous écoute tous les jours, mais moi-même, je n'ai pas encore pris la première fois que je viens raconter une histoire. Cette histoire est mon histoire. C'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 17 ans, je me souviens très bien. Comment dire? Déjà très jeune, j'enviais les hommes riches. J'enviais les amis qui venaient d'une famille riche. Vu que moi, j'ai grandi avec ma famille maternelle qui était pauvre, le contraire de ma famille paternelle. Donc moi, j'ai mûri cette rage, comment dire, depuis le bas âge de devenir riche pour, comment dire, concurrencer ma famille paternelle qui m'avait abandonné. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce qui fait que j'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout. Prêt à tout. Alors, je lisais beaucoup de livres exotériques. Beaucoup de livres exotériques qui parlaient de la magie, de la sorcellerie, tout ça. Bon, j'étais là-dedans. Et je n'avais pas de, comment dire, de frein. Quand il fallait que je me procure un livre, peu importe le prix, je me battais pour avoir ce livre. Voilà. Peu importe le prix, 150 000, 200 000, je me battais pour avoir ce livre. Le livre ésotérique, quoi. C'est comme ça qu'un jour, voilà, je tombe sur un livre qui parle de la sirène des eaux. Ça nous montre comment dire, invoquer la sirène des eaux. J'habitais dans la ville de Bépanda. Bépanda, c'est pas loin de Dedo. Et je suis né à Dedo d'ailleurs. C'est pas loin de Dedo. Et dans la base Elf, dans le bord de la mer, c'était, comment dire, ma maison. Comme ça qu'un jour, je décide à aller, comment dire, invoquer la sirène au bord de la mer la nuit. Alors, vu que j'avais peur d'y aller seul, j'ai fait part à un ami à moi, un ami avec qui, en fait, je partageais tout.
Je fais part à cet ami de mon projet. Il a dit qu'il va m'accompagner et tous les deux, et nous le ferons tous les deux. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Le jour J, c'était un vendredi soir, il fallait qu'on y aille. Alors sa maman lui a empêché de sortir ce jour-là. On a dit, ok, d'accord, moi j'y vais. Puisque j'avais tout préparé. Je me rends donc au lieu dit, au bord de la mer, au niveau de la base des elfes. Je m'assois sur des bancs publics. J'ouvre mon sac. J'étais seul. Normalement, le rituel devait commencer aux environs de minuit. Je suis arrivé avant minuit. Hein, pour préparer tous les matériels. Voilà, j'étais là, je préparais tout ce qu'il fallait. C'est là que j'entends un bruit du côté droit de mon oreille. Ça fait genre... Bon, je ne prête pas attention au bruit. Je continue à faire mon travail. Voilà, je prépare même mon matériel pour mon rituel. J'entends une deuxième fois, du même côté, le même bruit. Je ne prête pas attention. Je continue à faire mon travail. C'est après. Quelque chose me dit, mais pourquoi tu ne fais pas attention à ce bruit dont tu entends là? Tu vois bien que tu es seul ici, mais tu entends des bruits bizarres, Alors je dis, ah, en fait, c'est vrai. Je me tourne maintenant, je regarde autour de moi, je ne vois rien. Je me souviens du bruit, je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je regarde autour de moi, je ne vois rien, personne. Je suis seul au bord de la mer, tout seul. Alors il dit, bon, peut-être, voilà, c'est un truc comme ça. Alors je continue. Je me suis mis à faire, j'ai recommencé mon travail. Alors le bruit maintenant change de côté. Ça vient du côté gauche. Ça fait... Alors c'est d'où je sursaute d'un coup. Parce que c'était vraiment très proche. Alors je sursaute d'un coup, je regarde, je ne vois rien. Je regarde à gauche, je ne vois rien. Je regarde à gauche, je vois rien. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où sort ce bruit? Alors ça faisait le genre de bruit, je ne sais pas comment dire. Le genre de bruit comme... je ne sais pas. Vous prenez des graviers, vous mettez dans des boîtes de lait. Des boîtes de lait. Vous remuez, vous voyez ce genre de bruit-là? C'est exactement ça. Alors, je regarde, je ne vois rien. Je regarde, je ne vois rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? Alors, je reviens à moi, je prends mon courage. Je veux me rasseoir pour continuer mon travail. Chose qu'il ne fallait pas. C'est d'où j'entends maintenant, toujours du côté gauche, des grands pas, comme des pas d'éléphant, mais qui faisaient trembler le sol. Ça faisait boum, 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 comme ça venait vers moi. Alors j'ai ramassé vite fait tout mon matériel et je me suis mis à courir. Alors les pas me suivaient. C'était des grands pas. Hein. C'était vraiment, on dirait des pattes, je sais pas, des pattes d'éléphant. Donc quand ça touchait le sol tremblait. Alors je me suis mis à courir et le pas me suivait. C'était tellement rapide. Donc je me demandais, je me disais, mais comment se fait-il qu'une chose si lourde, hein, est si rapide? Parce que malgré que je courais, mais le pas était comme si c'était juste derrière moi. Hein? Juste derrière moi. Alors j'ai couru. Il y avait devant moi un lampadaire. Alors pour moi, il fallait que j'atteigne la lumière qui provenait du lampadaire. Quelque chose me disait, si tu n'arrives pas là-bas, attends, tu es un homme mort. Alors me voilà, regardez-moi, en train de courir. Je cours, le pas est derrière moi, je cours. Quand je sens le pas qui vient me toucher, c'est tellement près de moi que j'avais l'impression que la personne, donc celui qui avait ce pas me touchait déjà. Alors j'ai crié, j'ai lancé un cri, maman au secours. En même temps, j'ai plongé dans la lumière de ce lampadaire qui était juste en route. Alors le pas s'est arrêté. S'est arrêté. Au lieu que je rentre tout bonnement, je m'entête. Je me suis dit non, je suis venu faire un rituel. Donc il fallait à tout prix que je le fasse. Alors j'ai pensé, j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas fait avant d'arriver, avant de m'asseoir là-bas? Donc une idée me vient en tête que j'ai pas salué les divinités des eaux qui sont sur place.
Ben, il fallait que je les salue avant et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Je rebrousse chemin. Avec toute la peur, mais j'avais le courage de terminer ce que j'avais commencé. Alors j'avance, j'avance. Quand je sentais que j'étais prêt, alors je me suis mis à parler. À parler. En fait, je saluais les divinités. J'essayais de les expliquer le pourquoi j'étais là. Et voilà, 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 voilà. Une fois j'arrivais, j'étais presque arrivé là où j'étais assis. Alors là, le pas a recommencé. Et il fallait me voir. Et il fallait me voir. Me voilà qui rebrousse, je retourne sur moi. Je recommence avec les marathons. Me voilà, il fallait me voir courir. J'ai couru, couru. J'étais sûr que cette fois-ci-là, les gens n'allaient pas me laisser. Le pas venait boum, 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 boum. Et le sol vraiment tremblait. Hein. On dirait tremblement de terre. Et le pas était derrière moi, boum, 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 voilà, qui court, qui court, qui court. Et boum, j'arrive encore à la lumière. Quand j'arrive à la lumière, je suis tout essoufflé. Tout essoufflé. Alors je respire, je respire, je respire, je respire. Et je lève la main et dis, ok, vous avez gagné. Je rentre, je ne suis plus là, je rentre. Vous m'avez gagné. J'ai pris mes clics et claques, je suis rentré chez moi. Très tôt le matin, vers 6 heures, j'entends à la porte de ma chambre. C'est mon ami avec qui j'étais censé aller faire ce rituel-là. Il frappe à la porte, il me dit, ah tiens, mais man, c'est comment? Il dit, ça va. Ça a été? Je lui explique que non. Alors il s'est mis à se moquer de moi. Il dit, ah, va là-bas, peureux. Toi aussi, tu es peureux, tu es peureux. Hein? Tu penses que moi je peux aller là-bas jusqu'à ce... voilà, je peux arriver là-bas et je passe sans résultat. Hein? Hein? Je lui dis, hey, tu ne sais pas ce que j'ai vécu là-bas. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Arrête de te moquer de moi. Alors il m'a traité de tous les noms. J'ai donc pris tout le matériel, je lui ai donné, dit, tiens, tu peux y aller aussi. Il a pris le matériel. Le même soir, c'était un samedi. Normalement, le rituel devait se faire, c'était dit que le rituel se faisait le vendredi. Mais lui, tellement il voulait me montrer qu'il est courageux, le samedi, il est parti. Il est parti et il a fait ce qu'il avait à faire. Très tôt le matin, moi aussi, je me rends chez lui. Je me rends chez lui. Je frappe. Je vois le garçon avec des blessures partout sur lui. J'ai dit, ah, man, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il m'explique, la même chose qui m'est arrivée, lui est arrivée. Mais par contre, lui, il a couru jusqu'à il est tombé. Donc, il est tombé, c'est là où il s'est blessé partout, 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 partout. Je lui ai dit, ah, tu vois, tu te moquais de moi. Moi, je ne pas comprendre. Voilà, voilà donc. Donc, on a dit qu'il fallait qu'on aille, comment dire, qu'on aille voir notre mage, parce que j'avais un mage. Un mage, c'est un grand sorcier, en fait. Il fallait qu'on aille voir notre mage qui nous explique ce qui n'a pas marché. Alors, nous sommes allés le voir ce samedi. Non, le lundi. Nous sommes allés le voir. Il a vu mon ami tout blessé. Alors, il a demandé pourquoi tu es blessé? Alors, on lui a relaté les faits. Il a crié sur nous. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Il nous a collé un savon. Nous traitait des enfants, comment dire, il nous a traité de tous les noms, lui de même. Nous expliquant que, en fait, c'était la veille du Ngondo. Le Ngondo, c'est une fête au Cameroun où, comment dire, on remercie les esprits des eaux. C'est la fête des doigts là, où on remercie les esprits des eaux. Dans la période où nous sommes allés pour faire ce rituel, c'était le moment, c'était à une semaine du Ngondo. Donc, il nous a expliqué que ce moment-là, les esprits sont en train de nettoyer les lieux. Ils sont en train de préparer les lieux pour la grande cérémonie. Donc, il nous a fait comprendre que nous avons eu tellement de chance. Normalement, il devait nous prendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui disparaissent là-bas. Surtout à la période du Ngondo. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Alors, vu que on a quelque chose qui nous protégeait, c'est après que j'ai compris, parce que là, c'est une autre histoire, qu'on a quelque chose qui nous protégeait, donc ils n'ont pas pu nous prendre. Ils nous ont juste chassés. Donc, voilà mon histoire. Aimez, likez et commentez. Et franchement, le monde invisible, surnaturel existe. Ne négligez pas cela. Ça existe bel et bien. Le royaume des eaux, les sirènes des eaux, les serpents, tout ça. La sorcellerie existe. Hein? La sorcellerie existe.
Nous vivons il y a plusieurs dimensions qui cohabitent notre propre dimension. Hein? En tout cas, j'espère que mon histoire vous a plu et on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Je suis Sadok Kwasi de la Côte d'Ivoire. Je tenais vraiment à vous dire merci pour votre belle émission parce que c'est devenu une drogue pour moi depuis début 2023. Je ne fais qu'écouter jour et nuit. J'écoute vos histoires. Je ne manque même pas de jours. Je vous dis énormément merci pour ce que vous faites. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de conter une histoire. Je ne l'avais jamais fait, mais je pense que je vais m'essayer aujourd'hui. Il s'agit d'une histoire qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, dans les contrées de la ville de Gagnoa. Déjà, c'est l'histoire du mari de ma soeur, Feu, le mari de ma soeur. Il y avait un petit village qu'on appelait Kadekou, vers Lakota. Il y avait une famille, des jeunes qui étaient là-bas, ils avaient fait leur champ. Et un jour, ils étaient là dans leur champ quand ils ont reçu un des jeunes du village avec un cabri qui venait vendre. Eux, ils ont décidé d'acheter le cabri. Ils n'ont même pas cherché à savoir, connaître l'origine du cabri. Ils ont décidé d'acheter et manger ce cabri-là. Ils ont acheté, ils ont mangé et ça continuait. Le même jeune venait leur vendre des cabris, ils achetaient peut-être un cabri qui peut coûter peut-être 25 000 et il achetait à peine 5 000 ou 10 000. Et ça s'est passé comme ça jusqu'à ce que un jour, un monsieur se mette à se plaindre dans le village disant qu'il perdait ses animaux et si ça continuait, il allait vraiment faire des trucs que les personnes n'allaient pas aimer. Et ça ne s'est pas arrêté là, ça continuait. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur se lève, tout un matin, se met au bon milieu du village, il se déshabille et il commence à se promener, à frotter ses fesses par terre dans le village et maudit tous ceux qui ont goûté à cet animal-là, ceux qui ont acheté, celui-même qui les a vendus. Si ça a été vendu ou si quelqu'un l'a volé pour le consommer, il maudissait toutes ces personnes. Il a fini, il a pris ses clics et ses claques, il a quitté le village en question, il est parti dans son village natal. Et on était là, des mois après, la famille qui achetait les cabriques, comme je le disais au début, il y a un qui est tombé malade. On va l'appeler Monsieur Poissagnon, par exemple. Il est tombé malade. 2 semaines après, on vient nous dire chez nous qu'il est décédé. On a pleuré, on était tous choqués. 3 jours plus tard, son frère est tombé malade. Son petit frère est tombé malade, lui aussi. Il est resté là. Quelques temps après, on vient nous dire encore qu'il est décédé. Pas plus qu'une 2 semaines encore, il y a un autre qui est tombé malade. Lui encore, il a fait les mêmes maladies, les mêmes symptômes. Il est décédé. Et en ce moment, moi, j'étais à Abidjan. Et je venais juste de finir le BTS. Je venais d'avoir le BTS. Donc, je rentre dans le campement. Le même jour, j'arrive, ma petite sœur accouche. Je dis, mais tu es tombée enceinte depuis quand? Elle dit, non, j'étais enceinte, mais je n'ai pas voulu dire. Et je vois son mari, je vois le gars. Il était mon ami, on jouait au ballon ensemble et tout ça. Je le vois, je dis, mais mec, qu'est-ce que tu as? Il dit, ah mon frère, si je t'explique, tu ne peux pas comprendre. Il dit, mais non, mais qu'est-ce que tu as? Et je le vois, il est devenu même chrétien. On est à l'église ensemble. Il dit, ah, mais ce jeune homme, je le connais les pas. Il sait que ce ne sont pas des gens qui sont beaucoup chrétiens. Il dit, ah, je suis devenu chrétien. Mais il m'appelle, me dit, bon, maintenant que mon fils est né, crois-moi, je peux partir tranquillement et
c'est votre soeur, ne laissez pas mon enfant et tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis tu parles comme ça. On est parti, on faisait une petite messe là le soir dans le campement et il y a un des jeunes là avec qui on prie qui dit que le jeune homme malade a quelque chose à nous dire et s'il ne le dit pas, ça ne va pas bien se passer pour lui. Il ne le dit pas. Jusqu'à ce que son papa dise, bon, je veux qu'on parte au village. Viens, on va aller à notre village natal, on va voir de quoi tu souffres. Il est parti. Avant de partir, il a commencé à pleurer. Il a dit que c'est plus sûr qu'il voie son enfant. Mais bon, il ne pouvait pas faire autrement, vu qu'il est à la recherche de la guérison. Donc il va partir. Il est parti avec son papa. Arrivé dans le village, c'est là que ils sont partis consulter. Et le féticheur va lui dire, non, celui chez qui ils sont allés consulter lui a dit que tu as quelque chose à dire et si tu ne le dis pas, tu vas mourir. Il dit, bon, oui, j'ai quelque chose à dire, je vais lui dire. En même temps, on leur appelle pour leur dire que l'autre frère qui restait est aussi mourant et il souffre des mêmes symptômes. Il dit, c'est là qu'il va confesser, il dit oui, que tout ce qui est arrivé à ses autres frères, il le savait parce que c'était dû à l'animal qu'ils avaient acheté. Et le monsieur les avait maudits, il avait dit que tous ceux qui avaient consommé cet animal allaient mourir. Et après la malédiction, ils ne l'ont pas considéré, ils n'ont pas pris au sérieux. C'est là que le premier est mort. Quand le premier est mort, ils ont commencé à avoir peur tous. Le second, là, c'est devenu pire. Ils ont compris que c'était sur eux. Mais ils ne pouvaient plus trouver le monsieur vu que le monsieur avait quitté le village. Et après son témoignage, c'est là qu'il est mort. Il est mort. Comme il avait confessé, ils ont pu faire des sacrifices pour sauver les deux autres qui restaient. Mais ils étaient gravement malades aussi. Après, les deux autres ont pu être sauvés. Mais c'était déjà trop tard pour les 4 autres parce qu'ils étaient déjà décédés. Je ne sais pas si vous allez la diffuser l'information, mais si j'avais une moralité à donner, je dirais qu'il faut éviter de prendre ce qui ne nous appartient pas. Mais même quand c'est arrivé, même quand tu l'as pris, si la personne commence à se plaindre, je pense qu'il faut confesser et demander pardon à la personne. Sinon, on finira par perdre la vie tranquille sans pouvoir faire quoi que ce soit. Merci bien, je me suis essayé, j'espère bien que ça sera diffusé, que je vais pouvoir écouter mon histoire moi-même. Maintenant, si vous écoutez que c'est bien, vous pouvez diffuser. Et si après, c'est pas à la hauteur de vos attentes, vous pouvez me le signaler pour que j'essaie de trouver d'autres méthodes à le faire. Merci bien et bonne journée à vous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.